Ce gars n'a jamais connu ses parents, mais aujourd'hui, il a reçu un objet que son père lui a laissé. Il pensait que c'était un genre de trésor de famille. Mais en fait, c'était juste un collier tout bidon, complètement perplexe. Hyun-woo rentre chez lui pour essayer de comprendre à quoi ça rime. Mais à l'instant même où il serre le collier dans sa main, un truc de fou se produit. Le collier se met soudain à briller d'une lumière aveuglante. La lumière grandit, grandit, et la seconde d'après, il se fait téléporté dans un monde rouge sang, un véritable enfer. À peine remis du choc, il entend un ding et une interface système apparaît sous ses yeux. Juste après, une fenêtre pop-up s'affiche. Succès impossible déverrouillé. Vous êtes le dernier survivant de l'enfer. Hyun-woo est tellement terrifié qu'il en reste bouche bée. Il se met à crier de toutes ses forces, demandant s'il y a quelqu'un. Et en hurlant, il remarque un cristal brillant juste à côté. En y regardant de plus près, c'est carrément un piédestal en cristal. Un truc énorme, de quoi s'acheter au moins 3 apparts à Pékin, alors qu'il est fou de joie. Une saloperie derrière lui s'est déjà approchée en douce. Son corps ressent soudain un impact hyper violent, et la seconde d'après, il crache une énorme giclée de sang. Hyun-woo s'effondre au sol, agonisant, incapable de respirer. C'est là que le système l'informe qu'il est attaqué par un ennemi et qu'il est empoisonné et paralysé. Pourtant, il n'y a absolument personne autour de lui. Pas même l'ombre de quelqu'un. D'où sort cet ennemi? Et c'est comme ça que notre héros meurt étouffé sans rien comprendre. C'est alors que le système donne la réponse: vous avez été tué par la poussière flottante. Temps de survie, 4 minutes et 32 secondes. Mais l'instant d'après, Hyun-woo se réveille, comme par magie, à peine les yeux ouverts, il se voit forcé d'accepter une quête. Avant le lever du jour, rester en vie. À ce moment-là, Hyun-woo est à la fois terrifié et perplexe. Il court sans but au milieu de cet enfer. Tout ce qu'il veut, c'est survivre. Mais la poussière flottante est partout. Ça sert à quoi de courir, franchement? Après avoir crevé 8 fois, Hyun-woo n'a plus la force de bouger. Il se dit: de toute façon, je vais finir par y passer, alors merde, autant me transformer en purificateur d'air humain. À partir de là, il passe son temps à inhaler cette poussière flottante. Finalement, après 28 morts, les toxines dans son corps atteignent un point critique. Il a tellement inhalé de poison qu'il est devenu lui-même un être toxique. Son sang a évolué en sang empoisonné. Ce qui laisse Hyun-woo complètement sur le cul. Mais le vrai problème maintenant, c'est comment ramener ces piédestaux en cristal dans le monde réel. Et c'est à ce moment-là que... Il entend un bourdonnement derrière lui, il se retourne et voit des moustiques plus gros que des rats. Terrifié, Hyun-woo se casse en courant, mais ces moustiques de l'enfer sont bien trop rapides. En un clin d'œil, il l'encercle et l'aspire jusqu'à la dernière goutte, le laissant sec comme une momie. Mais pour les moustiques, ça ne se termine pas bien non plus, à cause du sang empoisonné de Hyun-woo. Sans exception, ils explosaient de tous en de magnifiques feux d'artifice. Quand Hyun-woo se réveille une fois de plus, le système lui envoie un message de félicitations. Plus de 100 monstres tués d'un seul coup. Compétences, 100 empoisonnés augmentés. Notre homme est resté coincé en enfer pendant 20 ans. Et durant ces 20 années, rien que la poussière flottante dans l'air l'a tué près d'1 millier de fois. Il a galéré pour devenir un être toxique et s'immuniser contre son propre sang empoisonné. Puis, il s'est fait sécher un nombre incalculable de fois par des moustiques plus gros que des rats. Grâce à son sang toxique, Hyun-woo ne sait même plus combien de moustiques il a buté. Finalement, lors de sa dernière résurrection, le système affiche: félicitations, vous avez tué un total de 100 millions de moustiques. Compétence 100 empoisonnés augmentée. Et vous avez débloqué la compétence commune démantèlement. Hyun-woo attrape un tabouret en bois à côté pour tester. En un crack, le tabouret est réduit en miettes. Ce skill serait super utile pour des travaux de démolition. Mais quitte à avoir démantèlement, ce serait pas mal d'avoir une compétence de fabrication aussi, non? Il y a à peine pensé ça que le système lui a vraiment débloqué la compétence fabrication. Il s'est donc empressé de ramasser un tas de moustiques de l'enfer, les a tous démantelés et a récupéré tout un tas d'objets. Ensuite, il utilise sa compétence fabrication et bim, un shuriken de l'enfer est créé. En plus, c'est un objet de qualité rare. S'il pouvait ramener ça dans le monde réel, ce serait un item de collection. Soudain, Hyun-woo a une idée de génie. De toute façon, il a trop de matériaux en rab, alors il décide de tout mélanger et de fabriquer un truc avec. L'instant d'après, un truc complètement improbable se produit. Avec un tas de membres de moustiques, il a réussi à fabriquer un œuf. L'auteur de ce manhwa est un grand malade, c'est clair. Le système annonce alors: succès déverrouillé. Vous avez fabriqué un objet légendaire, capacité grandement améliorée. Par contre, cet œuf est super mystérieux, avec 50% de chances de survie et 50% de chances de mort. Il ne peut éclore que dans des conditions bien précises. Hyun-woo réfléchit un instant. Ça veut dire que je dois le couver moi-même? C'est alors qu'un grand bruit retentit derrière lui.
Il se retourne et voit un gobelin en train de chercher une proie. Le monstre repère immédiatement Hyun-woo qui se cachait et d'un bond, il manque de trancher le bras de notre héros. Hyun-woo, pas du genre à se laisser faire, invoque un bâton en bois pour contre-attaquer. Mais là, il jette un œil à son niveau. Niveau 20. Là, c'est la merde, non? Le gobelin fonce sur lui et enchaîne un combo super fluide. Hyun-woo ne peut que tout faire pour esquiver. Le moindre faux pas, et c'est la fin pour lui. Très vite, Hyun-woo commence à fatiguer. Il sort en vitesse son shuriken de l'enfer et le lance de toutes ses forces. Le gobelin regarde sa main droite, qui est maintenant empoisonnée. Il lève violemment sa machette et, d'un coup sec, se tranche le bras. Hyun-woo n'en croit pas ses yeux. Ce type est complètement taré ou quoi? Pendant que notre héros est encore sous le choc, le gobelin se téléporte derrière lui en un éclair et l'achève avec une taillade foudroyante en demi-lune. Qui aurait pu deviner que ce petit chou avait un pouvoir de régénération? Avant de partir, le gobelin se moque avec un sourire sadique. Il reste encore des humains en vie? Au sol, Hyun-woo affiche un sourire des plus étranges. Un gobelin, hein? Attends que je ressuscite, putain, tu seras le premier à y passer. Il a été piégé en enfer, à se battre sans relâche pendant 20 ans, et durant ces 20 années, il a connu la mort un nombre incalculable de fois. Finalement, après cette énième résurrection, le système affiche un message « Survie en enfer, réussi, première page ». Récompense améliorée. Le coffre d'argent devient un coffre d'or. Activation au retour, il reste 14 jours avant le début de la prochaine mission. Alors que le collier se met à briller de 1000 feux, il est de retour. C'est comme si cette pluie battante était là pour accueillir son retour. À cet instant, Hyun-woo est submergé par l'émotion. Il tombe à genoux sur le sol et hurle « Je suis à la maison, je suis enfin rentré ». Puis, il arrache violemment le collier de son cou, prêt à le fracasser sur place, fou de rage. Mais il se ravise. Après tout, c'est en enfer qu'il a obtenu tous ses trésors et ses compétences de ouf. Il ravale sa colère et se retient. C'est là que Yumin, qui était devant la porte, voit Hyun-woo. Elle se précipite pour lui mettre des vêtements sur le dos. S'il attrapait une intoxication magique, il serait mort, non? Ils rentrent tous les deux à l'intérieur. Yumin lui avait gentiment préparé des affaires de toilette. Après sa douche, Hyun-woo a demandé la date du jour et a été surpris de voir qu'on était seulement le 11. Autrement dit, 20 ans en enfer équivalait à seulement 2 jours dans le monde réel. Hyun-woo était encore en train de cogiter là-dessus. Pendant ce temps, Yumin se rinçait l'œil en se disant « Depuis quand il est aussi bien foutu ?» Elle s'est ensuite préparée à sortir pour lui acheter des vêtements en lui demandant de rester sage ici. Une fois Yumin parti, Hyun-woo a invoqué un objet et a ouvert la boîte en or qu'il contenait. Soudain, un ding a retenti. Grâce à l'effet du titre « Chance de rang SSS », la récompense a encore et encore et encore été améliorée. Félicitations, vous avez obtenu la compétence légendaire « Assistant de combat ». En entendant que c'était une compétence légendaire, Hyun-woo s'est tout de suite enflammé. Faut savoir que dans le monde entier, seulement 7 personnes possèdent une compétence légendaire. Et maintenant, le 8e détenteur venait de naître. Hyun-woo a alors voulu tester rapido l'effet de la compétence, mais il s'est fait griller en flagrant délit par Yumin. Gêné, il ne savait plus où se mettre. Ensuite, ils ont échangé quelques banalités. En apprenant que Yumin faisait des recherches sur les socles de cristal, Hyun-woo lui a dit « Ça tombe bien, j'ai un super trésor à te montrer ». Et là, il a sorti un socle de cristal pesant 1 kilogramme. Yumin en a complètement changé d'expression. « Oh la vache, un socle de cristal aussi énorme, et en plus il est super pur. T'as trouvé ça où ?» Hyun-woo n'a pas révélé d'où venait le socle. Il a changé de sujet et a demandé à Yumin de l'aider à le vendre. Ils se partagèrent le butin. De toute façon, il en avait à l'appel. Yumin était ému aux larmes. « Pourquoi t'es aussi gentil avec moi ?» Une fois l'affaire réglée, Hyun-woo s'apprêtait à se lever pour rentrer chez lui. Soudain, Yumin l'a interpellé. « Reste dormir ici ce soir. » Le lendemain matin, en un clin d'œil, Hyun-woo serrait un oreiller dans ses bras avec une tête de déterré. Il marmonnait pour lui-même « Les femmes sont vraiment terrifiantes. » Ce mec venait à peine de rentrer de l'enfer et il s'est fait alpaguer toute la nuit par sa collègue pour une session de rattrapage. Cette nuit de cours a permis à Hyun-woo de comprendre une chose. C'est que les femmes sont encore plus flippantes que les monstres de l'enfer. Bref, le jour de la vente du socle de cristal est vite arrivé. Ils se sont rendus au lieu de rendez-vous et pendant tout le trajet, Hyun-woo était sur ses gardes. Il avait peur qu'un truc foire, mais pas de bol. En se retournant, il est tombé nez à nez avec un daron à l'air super menaçant. En y regardant de plus près, mais c'est pas Ma Dong-seok, le super-héros de la baffe. Il pensait que son contact était Ma Dong-seok, mais en fait, c'était le papy qui lisait un livre à côté. Ouf, fausse alerte. Ensuite, ils se sont présentés. Après avoir serré la main du vieil homme, Hyun-woo a tout de suite senti que la force de ce type était loin d'être ordinaire. Il a alors sorti le socle de cristal. La transaction s'est faite au prix convenu.
Une fois l'échange terminé, le papy a tenu à saluer personnellement Yunmu, ce qui lui a filé un frisson dans le dos. En fait, il avait compris depuis le début qui était le véritable propriétaire du socle. Sur le côté, Yumin l'a taquiné. Alors, la vente s'est bien passée, non? La prochaine fois, arrête d'être parano. Détends-toi un peu. Regarde-moi ça, un revenu de 688 000 yuans d'un coup, c'est pas génial ça? Changement de décor. Au même moment, le papy faisait son rapport à un homme mystérieux à côté de lui. L'homme était un peu curieux. Un trésor aussi important. Et comment a-t-il pu se retrouver sur le marché? Le vieil homme a répondu, un socle de cristal d'une telle pureté, ça ne se trouve que dans des donjons 5 étoiles ou plus. La force de cet individu est clairement hors du commun. En entendant ça, l'homme est devenu encore plus curieux et a demandé au papy d'enquêter sur ce type. Le vieil homme a acquiescé, pas de problème. Laissez-moi faire, maître de guilde Lijitae. Quelques jours plus tard, Hyunmu est retourné en enfer. Après ces quelques allers-retours, il a enfin compris la règle de l'écoulement du temps entre l'enfer et la réalité. Par contre, il y avait un truc qu'il ne piguait toujours pas. Pourquoi est-ce que mon emplacement change tout le temps quand je reviens dans le monde réel? Yunmu a ouvert l'interface de sa compétence assistant de combat et, à sa grande surprise, la description de la compétence est enfin apparue. Il s'est avéré que cette compétence pouvait enregistrer et contrôler les mouvements de l'ennemi. Non seulement elle pouvait prédire la direction de leurs attaques, mais elle pouvait aussi corriger la précision de ses propres coups. Ce n'était plus un assistant, c'était carrément un cheat humanoïde. Soudain, une fenêtre système est apparue, quête de débutant activée. Veuillez vous rendre à l'endroit indiqué et tuer 5 épouvantails pour débutants. À quel point un homme discipliné peut-il être flippant? Même en plein enfer, il se tape chaque jour 3000 tractions et 50 km de course à pied, ainsi que 8 heures d'entraînement à la boxe, mais comme sa force augmentait trop vite, son épée d'entraînement n'a finalement pas supporté les raclées quotidiennes et s'est brisée en morceaux. Grâce à ça, Yunmu a compris que ce volume d'entraînement ordinaire était loin, très loin de lui suffire. Il avait besoin d'un entraînement beaucoup plus hardcore. Soudain, le système a affiché « Quête de débutant activée ». Rendez-vous à l'endroit indiqué pour tuer 5 épouvantails. En lisant ça, Yunmu a pété un câble. Je suis déjà niveau 7 et on me traite encore comme un noob. Il s'est donc équipé et est parti vers sa destination. En arrivant à l'entrée, Yunmu a eu des frissons dans le dos. L'endroit avait l'air super lugubre. Ça ne ressemblait pas du tout à une quête pour débutants. En plus, les trucs devant lui n'étaient pas des épouvantails, mais clairement une bande de monstres en ferraille. Si ça se mettait à bouger d'un coup, ce serait la merde. Terrifié, Hyunmu s'est vite planqué. Mais après avoir observé un moment, il a remarqué que ces robots n'esquivaient jamais. Du coup, Hyunmu n'avait plus peur. Il s'est approché direct d'un robot et lui a balancé un énorme coup de poing dans sa tronche de métal. Sauf que ce coup de poing n'a non seulement pas fait une égratignure à l'ennemi, mais en plus, ça les a tous activés. Les robots ont dit à l'unisson « cible de combat identifiée ». Lancement du protocole de combat. Et merde, ce groupe de tas de ferraille était du même niveau que Hyunmu. En plus, l'attaque et la vitesse de ces bestioles n'étaient pas dégueu. Très vite, Hyunmu s'est retrouvé en difficulté, mais ça n'a fait que décupler son envie de se battre. Il a affiché un grand sourire. « Bande de conserves, vous êtes foutus ». Hyunmu est passé en mode sérieux, avec une concentration maximale. Il analysait la moindre faille de ses adversaires sans laisser passer la plus petite occasion. Visiblement, ses attaques fonctionnaient. Cependant, la véritable épreuve, bien plus terrifiante, ne faisait que commencer. Mise à jour des informations de la cible. Lancement de l'épreuve de combat de niveau 2. La seconde d'après, Hyunmu s'est fait choper par les robots et ne pouvait plus que se laisser tabasser dans tous les sens. Mais en même temps, toutes les stats de son corps augmentaient. Après plusieurs heures de torture, Hyunmu n'en pouvait plus. Il s'est effondré au sol, sentant clairement que tous ses organes internes étaient en miettes. Mais pour Hyunmu, ce n'était rien du tout. Il a regardé cette bande de robots détestables, s'est relevé lentement, une lumière éblouissante et électrique brillant dans sa main. Puis, il a invoqué ce qu'il avait lui-même fabriqué. Son arme exclusive. Un morceau de bois féroce, de qualité rare. Sa durabilité est faible, mais sa puissance d'attaque est extrême. Xuanwu s'empare du bout de bois et fonce droit devant. Il lui en met un bon coup sur le bonhomme en ferraille. Contre toute attente, l'impact est si puissant qu'il lui arrache un bras. Le robot regarde son membre arraché. Des annonces, mise à jour des informations de la cible, lancement de l'épreuve de niveau 3. Xuanwu est complètement paumé. C'est foutu, cette fois, il est vraiment dans la merde. C'est un robot de l'enfer, encore plus terrifiant qu'Iron Man. Il fait évoluer son propre niveau pour s'adapter à la force de son adversaire. En gros, plus t'es fort, plus il est fort. Xuanwu ne fait clairement pas le poids. Une épreuve de niveau 3, c'est complètement hors de sa portée pour l'instant.
Il ne peut qu'utiliser quelques ruses pour les ligoter ensemble. C'est sa seule chance de gagner en 1 contre 1. Après plusieurs cycles de mort et de résurrection, Dicial a la force de Xuanwu à grimper en flèche. Après une rafale de Aura, 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 le monstre de ferraille est en piteux état. Il suffit de détruire son cœur pour s'en débarrasser définitivement. Mais au moment où Xuanwu lève le poing, nouvelle mise à jour des informations de la cible, lancement de l'épreuve de niveau 4. Xuanwu ne frappe pas. Il adore se battre contre des adversaires puissants, car c'est comme ça qu'il devient plus fort. Sauf que là, il a fait un peu trop le malin. Ce n'est qu'après avoir engagé le combat qu'il réalise qu'il n'a aucune chance contre le monstre de ferraille. Il se fait purement et simplement écraser, sans même pouvoir riposter. Il est même forcé d'expérimenter toutes sortes de morts bien hardcore. Xuanwu n'en peut plus. Mais putain, comment tu connais tous les arts martiaux, toi? Mais c'est ça qui est bon, continuons. Xuanwu démarre en trombe et balance un direct, mais l'autre l'esquive sans problème. Juste après, il ajuste sa posture et envoie un high kick violent sur le monstre de ferraille. Ce coup de pied a directement poussé le robot à mettre à jour les infos de la cible. Lancement de l'épreuve de niveau 5. En entendant ça, Xuanwu est surexcité. Mais la seconde d'après, les doigts du robot se dirigent assez droit vers ses yeux. Et s'y enfonce, Xuanwu hurle et se roule par terre de douleur. Mais ce n'est pas fini. Le monstre de ferraille ouvre grand la bouche, fonce sur lui et craque. Lui plante les crocs dans le mollet. Xuanwu est sous le choc. Putain, mais t'es un zombie ou un robot? Et oui, Xuanwu vient de débloquer une nouvelle façon bizarre de mourir. Après s'être entraîné à travers 90 morts, la force de Xuanwu a atteint un tout autre niveau. Maintenant, ces monstres de ferraille ne représentent plus aucune menace pour lui. Même s'ils l'attaquent tous en même temps, il peut les dézinguer sans le moindre effort. À ce moment-là, le système annonce « Mission accomplie ». Entraînement terminé, mais Xuanwu n'a aucune intention de s'arrêter. Il continue de tabasser frénétiquement les robots jusqu'à ce qu'il soit satisfait de les voir en 1000 morceaux. Xuanwu pousse un hurlement rageur vers le ciel, libérant toute la colère qu'il avait accumulée. Rien que de voir cette scène, ça fait un bien fou. Soudain, il se souvient qu'il n'a pas encore vérifié la récompense de la mission. Il ouvre son inventaire et découvre une carte scintillante sur laquelle est écrit « Le berceau du paradis ». Mais, en y regardant de plus près, la carte s'est transformée en un vulgaire chiffon. Ding dong, notification du système, obtention de l'objet légendaire, le berceau du paradis. Peut accélérer la croissance et réparer les corps endommagés. En entendant ça, Xuanwu a une idée de génie. Ça tombe bien, j'ai justement cet œuf que j'ai eu la dernière fois en décomposant. N'a bien des caractères. Allez, je vais l'essayer là-dessus. C'est un chiffon magique qui peut accélérer la croissance de n'importe quoi. Et ça, c'est un salopard synthétisé à partir d'innombrables membres textuels. Quand ces deux trucs bizarres sont réunis, quelle sorte de créature peut bien être? 1 heure passe en un clin d'œil, mais rien ne se produit. Au moment où Xuanwu s'apprête à retirer le chiffon, crac, la coquille de l'œuf se fissure. Une lumière éblouissante jaillit et une adorable jeune fille aux cheveux blancs apparaît sous ses yeux. La fille ouvre les yeux, encore embrumée, et bâille mignonnement. En voyant cette petite fille moustique trop chou, Xuanwu avance prudemment la main. Mais contre toute attente, la fille lui mord la main d'un coup sec. Xuanwu flippe et a la chair de poule. Il la secoue violemment pour la jeter au loin. C'est le même sentiment que si t'étais en train de dormir et qu'un cafard grimpait sur ton oreiller. La petite se relève doucement et dit d'une voix câline « J'ai faim ». Xuanwu soupire et lui tend un bonbon. La fille de jette un œil, secoue la tête, puis le pointe du doigt. Xuanwu comprend ce qu'elle veut dire. Cette petite est vraiment un monstre mangeur d'hommes, pense-t-il. Puis, sortant une paille de nulle part, elle commence à siroter son sang. À la fin, elle a même la politesse de lécher la plaie pour la nettoyer. Mais la seconde d'après, la petite commence à... Il lui a ordonné de reboucher le trou pour lui, mais Xuanwu, hors de question qu'il se laisse faire. Il l'a chopé direct, prêt à l'exploser sur place. La petite s'est direct dégonflée. Oups, pardon, je déconnais. Xuanwu n'a pas relevé et lui a demandé ce qu'elle était au juste. Mais à cette question, la petite a commencé à sangloter, parce qu'elle non plus, elle ne savait pas ce qu'elle était. Xuanwu a balancé un tacle. « Bah, t'es juste une démone moustique, c'est ça ?» Soudain, la petite s'est souvenue de son identité. Elle a révélé à Xuanwu « Je suis la démone qui a dévoré toutes les créatures vivantes le jour de l'apocalypse. » En entendant ça, Xuanwu a eu des sueurs froides. Il s'est dit « Est-ce que je devrais pas la buter maintenant ?» Mais bon, ce petit truc n'a pas l'air d'avoir de mauvaises intentions envers moi. Il s'occupera de son éducation plus tard. Il a donc décidé de la garder comme animal de compagnie et au passage, il lui a même donné un nom, Régnien. La petite a tout de suite dit qu'elle adorait ce nom. C'est ainsi qu'est né ce duo improbable, un homme et un moustique. Mais à ce moment précis, les monstres de tôle qu'il avait mis au tapis se sont tous relevés.
Ils se sont dirigés vers Xuanwu. Voyant ça, Reignan s'est envolé et lui a collé une petite pichenette qui a direct fait exploser la tête du monstre. Xuanwu a halluciné genre « Sérieux ? Quelle patate !» Mais en fait, ces monstres de tôle n'avaient aucune intention hostile. Ils ont tous pointé du doigt les ruines juste à côté. Xuanwu s'est donc approché et a écarté les décombres. Il a découvert un squelette étendu au sol. Sous sa main était coincée une lettre. Il l'a ouverte et a découvert qu'à l'intérieur, il y avait un seul mot « futur ». La lettre décrivait ce qui se passait dans le monde réel. Dans ce monde contaminé par un gaz toxique, aucun nouveau-né ne peut survivre plus de 10 secondes. Même les éveillés, dotés de pouvoirs d'évolution, étaient incapables de résister et finissaient par se suicider les uns après les autres. L'humanité était donc en voie d'extinction. Après avoir lu cette lettre, Xuanwu est resté silencieux un long moment. Il venait de comprendre que cet enfer dans lequel il se trouvait était en fait le monde réel 3 ans dans le futur. C'est alors que Reignan modèle. Sur le côté, il a trouvé une étrange pierre de retour. Xuanwu l'a examinée de plus près et a remarqué qu'elle était différente de la sienne. À l'instant même où il l'a touchée, la pierre de retour s'est mise à briller d'une lumière dorée intense et il a été violemment attiré par une force mystérieuse. Juste après, la pierre s'est soudainement brisée. Quand Xuanwu a repris ses esprits, il a découvert que le motif de la pierre de retour s'était imprimé dans la paume de sa main. C'est alors que le système l'a informé que toutes les étoiles l'avaient de suivi. La seconde d'après, un portail du vide est apparu au-dessus de la tête de Xuanwu. Reignan, voyant que ça tournait mal, a planté là Xuanwu et a pris ses jambes à son cou, laissant le pauvre Xuanwu se faire lentement dévorer par le vide. Cependant, il n'est pas mort. Au lieu de ça, il a été transporté dans un domaine mystérieux et inconnu. Le système l'a de nouveau notifié, un fragment d'astre a été absorbé par votre corps. Suite à cela, l'étoile du progrès, Balrou, a été attirée par le fragment. Après l'avoir observé un moment, il s'est déclaré très déçu par les valeurs de Xuanwu. Il est parti en le traitant de tous les noms. Xuanwu, vexé, s'est dit « Mais t'es qui pour me juger, merde ?» Il a immédiatement demandé des comptes au système. C'était quoi ce délire avec les étoiles, bordel ? En fait, ces étoiles ont chacune leur propre maître. Ces maîtres des étoiles possèdent leur propre domaine absolu. À travers les fragments, ils prêtent gain leur immense pouvoir aux gens, faisant d'eux des dominateurs afin d'étendre leur propre territoire. En entendant ça, tout est devenu clair pour Xuanwu. En réalité, ce n'était pas une pierre de retour, mais un fragment d'astre. À peine avait-il fini de penser, une lumière éblouissante a jailli du ciel. Puis des étoiles de toutes les couleurs sont tombées en même temps. Elles se sont rassemblées autour de Xuanwu et l'ont scruté avec attention. Mais cette fois, c'était différent. Toutes les étoiles avaient une bonne impression de lui. Certaines voulaient qu'il dirige le monde depuis l'ombre. D'autres voulaient qu'il extermine tout le monde pour devenir le seigneur de la mort. Il y en avait même une qui voulait qu'il s'entraîne à la pétanque pendant 2 ans et demi. Bref, elles avaient toutes repéré le potentiel de Xuanwu, chacune avec ses propres intentions cachées. Le système, à côté, le pressait de choisir quelle étoile suivre. Mais Xuanwu n'est pas con, il ne connaissait rien du passé de ces étoiles. Faire un choix à la va-vite serait forcément une connerie. En entendant ces mots, au fin fond de l'univers, le maître de l'étoile brisée a laissé échapper un rire glacial et sinistre, comme si un complot attendait Xuanwu. Dans ce monde, les humains peuvent emprunter un pouvoir immense au maître des étoiles. Il y a le maître de l'étoile brisée, Kawu, le cœur en pleurs, Berd, le cœur affamé, Gulam, l'étoile du murmure, Monstreli, et l'étoile de la conquête, Gul'dan. Et maintenant, tous les regards des maîtres des étoiles étaient braqués sur Xuanwu. Ils avaient tous vu son potentiel et se bousculaient pour le recruter. Mais Xuanwu se sentait complètement blasé. Suis-je à ce point une ordure ? On dirait que je suis la racaille incarnée. Xuanwu a alors demandé « Si je fais un choix, qu'est-ce que ça changera ?» À peine avait-il posé la question que les étoiles ont scintillé devant lui. Puis toutes sortes d'images sont apparues dans son esprit. Ces images représentaient en tout les conséquences futures de ses choix. Ça l'a fait réfléchir. Le pouvoir des étoiles est-il vraiment si balèze ? Mais Xuanwu ne s'est pas laissé aveugler par le pouvoir. Il a demandé au maître des étoiles « Quel est le prix à payer ?» Leur réponse fut très simple « Tu n'as qu'à nous servir et nous suivre. » Mais après un moment de réflexion, Xuanwu a décidé de ne choisir aucune étoile pour l'instant. Il se déciderait plus tard, une fois qu'il les aurait bien cernées. En entendant ça, Gul'dan, l'étoile de la conquête, a montré son mécontentement et a perdu tout intérêt pour lui. Les autres maîtres des étoiles, quant à eux, lui ont donné du temps pour réfléchir. Alors que le domaine disparaissait, Xuanwu est retourné en enfer. Mais parmi eux, l'étoile du murmure, Monstreli, l'avait suivi en douce sans qu'il s'en rende compte. Il a ensuite libéré un éclair à côté de lui, avant de tourner les talons et de partir. Le système a alors notifié
Monstre Lee a éveillé une partie de vos capacités. Compétences légendaires, contrôle acquise. Xuanwu s'est dit « Est-ce que les maîtres des étoiles ont commencé à se faire concurrence entre eux ?» En voyant ce futur en ruine, Xuanwu a soupçonné qu'il était fort probable que cet enfer ait été créé de toutes pièces par les maîtres des étoiles. Il devait absolument découvrir la vérité qui se cachait derrière eux. 3 jours plus tard, Xuanwu est revenu dans le monde réel. Et la première chose qu'il a faite, c'est de retrouver Yuni, impatient de passer du temps avec elle. Après coup, ils se sont assis pour dîner dans le salon. La télé parlait d'un phénomène étrange. Des monstres sortaient de plus en plus fréquemment des donjons. Tout cela semblait annoncer une catastrophe imminente. Le lendemain, Xuanwu s'est rendu au centre d'examen des détenteurs de capacités. Après 3 tests, physique simple, il était enfin temps pour l'étape la plus cruciale, la mesure de la puissance de combat. Et le critère de réussite était d'atteindre un score de combat supérieur à 100. C'était maintenant au tour de Xuanwu. L'examinateur lui a dit de mettre sa main à l'intérieur et de saisir fermement la sphère. Cependant, à l'instant même où Xuanwu a effleuré la sphère a fait un crack et s'est directement brisée. Xuanwu, complètement paumé, a dit « Si je vous dis que c'est la sphère qui a commencé, eh ben, vous me croyez, ce type a juste effleuré la sphère de mesure de puissance de combat. Et la seconde d'après, elle s'est fendue. Tout le personnel présent était sous le choc. Quel niveau de puissance faut-il avoir pour que ça arrive ?» Xuanwu a flippé. À peine arrivé pour le test, il avait déjà tout cassé. L'examinateur lui a dit de ne pas s'inquiéter, que c'était juste un petit pépin technique. Après quelques réparations, Xuanwu a refait le test. Mais le résultat a été le même, la sphère s'est encore pétée. Les examinateurs n'avaient jamais vu un cas pareil, ils n'ont pu que lui donner un résultat en l'attente de délibération. Finalement, lors du dernier test de capacité, Xuanwu a réussi l'examen. Maintenant, il ne lui restait plus qu'à terminer un donjon pour devenir un vrai chasseur. Changement de scène. À ce moment-là, Li Jitei venait d'arriver sur le lieu de l'examen. Et il était venu dans le but de recruter le groupe Papillon pour son entreprise, le groupe Taisung. Après tout, seuls des talents de ce calibre attirèrent l'attention de Li Jitei. Mais quand il a demandé des nouvelles des autres recrues, son subordonné l'a informé qu'il y avait un détenteur de capacité très spéciale cette fois-ci. Son sang était entièrement empoisonné, et ce n'était pas n'importe quel poison, sa puissance était terrifiante. En entendant ça, Jitei a trouvé ça très intéressant et a décidé de l'observer de plus près. Pendant ce temps, à l'entrée du donjon de simulation, un homme a trouvé Yunwu, lui file une plaque et se casse sans un mot. Yunwu est paumé, genre « c'est qui ce taré ?» Bref, tout le monde entre dans le donjon de simulation. À l'étage, Li Jitei leur annonce que c'est un donjon de simulation 2 étoiles. Votre mission, cette fois-ci, c'est de collecter les plaques de vos adversaires. Celui qui aura le plus de plaques remportera la première place de cette épreuve. Vous avez 3 heures pour vous donner à fond. En entendant les règles, les autres ont commencé à élaborer un plan. Le mec à lunettes a proposé que tout le monde fasse équipe. Comme ça, il pourrait éviter de se faire piquer leurs plaques et tuer des monstres en groupe. Mais au moment où il a invité Yunwu à se joindre à eux, Yunwu l'a rembarré avec un air dédaigneux. La raison était simple. Il se fichait du classement. Tout ce qui l'intéressait, c'était la récompense du premier. 1 point, c'est tout. Les autres l'ont trouvé complètement dingue. Comment un seul mec pourrait s'en sortir tout seul? Le grand costaud du groupe, Kimo Pabue, qui ne pouvait pas le saquer, l'a attrapé par le col. Il voulait lui piquer sa plaque. Yunwu a trouvé que c'était une excellente idée et bim, une grosse baffe en revers qui l'a mis KO direct. Puis il a sorti un sourire diabolique. « Filez-moi toutes vos plaques !» En voyant ça, le mec à lunettes a levé les mains en l'air sans hésiter et a balancé sa plaque à Yunwu. Fallait pas lui en vouloir, c'était clairement le plus fort du lot. Pendant ce temps, de l'autre côté, Papillon, membre du groupe du même nom, faisait face à un monstre du donjon. Sauf que ce n'était pas vraiment un monstre, mais plutôt un robot champignon développé par DW Industries. Non seulement il était super puissant, mais il pouvait aussi renvoyer les attaques magiques. Sans un bon travail d'équipe, c'était quasi impossible de battre ce robot. Mais bon, aux yeux de Yunwu, ce monstre, c'était de la gnognotte. Il avait même envie de se marrer. Lui qui s'attendait à un truc de fou, et en fait, c'était juste un tas de ferraille. Face à ce robot modifié, notre héros n'a pas paniqué une seule seconde. Au contraire, ça le faisait plutôt marrer. On le voit foncer d'un coup, et d'une seule patate, il enfonce la tronche du robot. Il enchaîne avec un uppercut du dragon qui l'envoie valser. Après une baston acharnée, tous les robots du coin ont été réduits en miettes par notre puissant Yunwu. Il a hurlé au ciel « C'est d'un ennui mortel !» Je pensais que cette épreuve serait un minimum un challenge, mais c'est tout. Ensuite, Yunwu a utilisé sa compétence démantèlement pour récupérer toutes les plaques à l'intérieur des robots.
À ce moment-là, un haut-parleur annonce, suite à un changement majeur dans la répartition des plaques, le décompte détaillé est maintenant public. Troisième place, Lotus Rouge avec 7 plaques. Deuxième place, Papillon avec 9 plaques. Et la première place, 56 plaques. Qui aurait cru que l'outsider de cette épreuve était en fait Yeonwoo qui farmait en douce dans son coin. Après ça, il a décomposé une sorte de viande spéciale à partir des robots. Puis, il a délicatement posé ce truc sur son poignet. Contre toute attente, la seconde d'après, les morceaux de viande ont commencé à s'agiter et à s'accrocher à son corps. Yeonwoo a eu une idée de génie. Il a vite utilisé sa compétence de fabrication pour se créer une armure de robot à capteur magique. Maintenant qu'il était full stuff, il était temps d'aller dégommer d'autres adorables créatures. Pendant ce temps, de l'autre côté, Papillon Écarlate regardait le tableau des scores, incrédule. Elle avait passé son temps à buter des robots, mais impossible de dépasser ce mec. Soudain, des bruits de pas précipités se sont fait entendre. C'était une équipe de joueurs lambda. Sans un mot, ils ont attaqué Papillon Écarlate. On la voit alors frapper violemment le sol du pied, et d'un bond, elle s'est envolée dans les airs. Grâce à son agilité unique, elle a esquivé leurs attaques sans effort. Puis, d'un autre saut, 1 minute plus tard, il n'y avait plus un seul survivant. Tous étaient à ses pieds. La foule de badauds, qui assistait à la scène, a reculé, terrifiée, de peur de provoquer cette Mulan des temps modernes. Soudain, des cris ont retenti à l'arrière de la foule. Une femme taillée dans le roc est arrivée en fonçant dans le tas jusqu'à Papillon Écarlate. C'était Lotus Rouge. Elle était venue dire à sa sœur d'arrêter car leur objectif principal était de participer au plan d'expédition du Nord. Et en plus, elles avaient déjà collecté assez de plaques. Mais Papillon Écarlate avait d'autres projets en tête. Elle s'est retournée vers ses coéquipiers avec un air triste. Puis, elle a pris son envol et a disparu. Pendant ce temps, à l'autre bout du terrain, Yeonwoo était en train de goûter les morceaux de viande des robots. Le goût était tellement bon que Yeonwoo en a presque recraché de plaisir. Soudain, il a eu un frisson. Il a senti quelque chose approcher à toute vitesse dans son dos. Et oui, c'était Papillon Écarlate en personne. Elle était venue spécialement pour défier Yeonwoo en 1 contre 1. Elle voulait vraiment voir de ses propres yeux à quel point ce mec mystérieux était balèze. Yeonwoo n'allait évidemment pas refuser. Mais bon, faut avouer que la différence de niveau est un peu abusée, non? La meuf qui vient d'être sacrée combattante la plus forte contre le mec qui revient tout droit des enfers. Qui va l'emporter? C'est Papillon qui a attaqué la première, balançant un violent coup de poing sur Yeonwoo. Même s'il a paré l'attaque, il a bien senti la puissance terrifiante de cette femme. Papillon Écarlate ne lui a pas laissé le moindre répit. Elle a pivoté et lui a décoché un coup de pied foudroyant. Yeonwoo a été forcé de reculer encore et encore, ne pouvant que tenter d'esquiver. La moindre erreur et il se faisait réduire en bouillie. Mais s'il continuait comme ça, son endurance n'allait pas tarder à lâcher. Face à cette femme à la présence écrasante, Yeonwoo a dû sortir son atout secret. On a vu l'énergie s'accumuler dans sa main. Puis il a serré ce poing rempli de puissance, prêt à frapper. De son côté, Papillon Écarlate a elle aussi foncé sur Yeonwoo au même instant. L'instant d'après, leurs attaques se sont violemment percutées. L'onde de choc terrifiante a failli démolir l'immeuble d'à côté. Alors que Yeonwoo affichait un sourire narquois, Papillon a senti que quelque chose clochait. Son bras droit a soudainement émis un bruit étrange. La seconde suivante, son bras a subi une grave blessure interne. Son bras droit entier était tordu d'une manière horrible. Le combat était plié. Papillon Écarlate n'avait plus aucune capacité de combat. Elle lui a tendu ses plaques de son plein gré, reconnaissant sa défaite sans amertume. Mais à ce moment précis, Lotus Rouge a débarqué de nulle part, fonçant sur Yeonwoo tel un boulet de canon humain pour le percuter au rein. Et l'a envoyé valser à 300 mètres. Yeonwoo était complètement sonné. Il n'a même pas vu ce qu'il avait frappé. En y regardant de plus près, il a vu que c'était une nana aux muscles démoniaques. Et le mec à lunettes était avec elle. En voyant sa sœur blessée, Lotus Rouge est entré dans une colère noire, menaçant de le déchiqueter sur place. Et connaissant le caractère de Yeonwoo, il n'allait pas se laisser faire. Il était sur le point de la remettre à sa place, mais avant même qu'il puisse ouvrir la bouche, une annonce a retenti pour déclarer la fin du match et annoncer les résultats finaux. Troisième place, Jia Yoon-se avec 21 plaques. Deuxième place, Kim Yeonwoo avec 69 plaques. Première place, Papillon avec 88 plaques. Yeonwoo était sous le choc. Genre, attends, je devrais pas être premier, moi? En fait, juste avant la fin, Lotus Rouge avait discrètement mis ses plaques avec celles de Papillon, leur permettant de décrocher la première place. Shanwoo la mauvaise, il a gagné à la loyale, mais il s'est fait avoir sur une faille du système. Pour pas attirer l'attention, Xuanwoo a dû ravaler sa colère. Mais Hong Liang n'en démord pas. Tu as blessé le bras de ma sœur et tu comptes te barrer sans même t'excuser? C'en est trop pour Xuanwoo, qui explose. Il active sa compétence maîtrise
et des dizaines de fils noirs et serrés apparaissent. Ils s'enroulent instantanément autour du cou de Zonglian. L'instant d'après, ses pupilles se dilatent. Jin E, lui, n'ose plus bouger d'un poil, parce que de son point de vue, Xuanwu est plus terrifiant qu'une vision de l'enfer. Une montagne de muscles s'effondre au sol, tremblant de tout son corps, parce qu'elle vient de voir un homme plus effrayant que le diable en personne. Sous l'effet de la compétence de Xuanwu, Onglian est en proie à de graves hallucinations. À ce moment-là, il est complètement paralysé par la peur. Si la fille aux cheveux blancs n'était pas intervenue pour le soigner, il serait probablement mort d'épuisement. Xuanwu aussi est très surpris. Il voulait juste lui donner une petite leçon, mais il ne s'attendait pas à ce que le pouvoir des nouveaux maîtres soit si puissant. Profitant de leur inattention, Xuanwu se tire. Pendant ce temps, en dehors du terrain, Li Jitai, qui observait la scène, est complètement fasciné par Xuanwu, un type qui n'est même pas niveau 10 et qui est aussi fort, il doit absolument le recruter. Peu après, son homme de main retrouve Xuanwu et va droit au but. Votre force est impressionnante, Ya. Nous espérons que vous rejoindrez le groupe Taiching. Nous vous permettrons d'atteindre des sommets, d'un égalé en tant que chasseur. Sauf que la réponse de Xuanwu laisse le type complètement sur le cul. Laissez tomber, comparé aux étoiles. Vous en êtes à des années-lumière. Le larbin, s'étant pris un râteau, va faire son rapport à Jitai. Il explique que peu importe ce qu'il proposait, l'autre n'a pas bronché. Et en plus, il a parlé de je ne sais quelles étoiles. En entendant ce mot, les pupilles de Jitai se dilatent. On dirait bien qu'il a, lui aussi, un secret inavouable avec ces fameuses étoiles. À ce moment-là, Xuanwu est sur le chemin du retour avec Yumin. Yumin lui demande, de curieuse, « Qu'est-ce qu'il y a dans ta grande boîte ?» En fait, Xuanwu n'en sait rien lui-même. C'est un cadeau de Papillon Rouge. Pour que Xuanwu pardonne à Onglian, Papillon est venu s'excuser en personne et lui a offert ça. Xuanwu ouvre alors la boîte. Il découvre une paire de gants flambant neufs de qualité rare. On dirait que Papillon était vraiment sincère. Peu après, ils arrivent au parking en bas de chez eux. Au moment de prendre l'ascenseur, Xuanwu sent soudain une puissante intention meurtrière. Il dit à Yumin de retourner vite dans la voiture et de ne surtout pas bouger avant son retour. Xuanwu suit cette aura de mort jusqu'à une ruelle et découvre un véritable carnage. Le responsable n'est autre que son partenaire commercial, Monsieur Lin Huishuo. Apparemment, les corps au sol sont ceux d'une organisation mafieuse d'un autre pays. Parce que les cristaux fournis par Xuanwu ont fait sensation sur le marché. Tout le monde cherche à savoir d'où ils viennent. Si le vieux Li n'avait pas nettoyé derrière lui, Yumin se serait déjà fait kidnapper un nombre incalculable de fois. Mais en plus de leur business, le vieil homme a une autre proposition, que Xuanwu rejoigne le groupe Taiching. Xuanwu comprend alors. Ce type est le cerveau derrière Taiching. Mais Xuanwu reste sur sa position et décline son invitation. Le vieil homme abaisse le bord de son chapeau, ses yeux virant au rouge. Il dit d'une voix sinistre, « On dirait qu'on va devoir communiquer différemment. » Ce vieillard, âgé de 880 ans, vient à lui tout seul, d'exterminer une organisation mafieuse très réputée au Japon. Et maintenant, il a bien l'intention de donner une leçon à ce petit arrogant qui se tient devant lui. Comme son adversaire a l'intention de le tuer, le titre de « Plus fort des enfers » de Xuanwu s'active automatiquement, comblant leur énorme différence de niveau. Sans laisser à Xuanwu le temps de s'expliquer, le vieil homme l'attaque avec sa canne. Heureusement, Xuanwu l'esquive d'un mouvement agile. Sinon, ce coup l'aurait laissé pour mort ou au moins gravement blessé. Profitant que son adversaire est en pleine récupération, Xuanwu lui envoie un poing gros comme un sac de sable en pleine face. Le vieux Lin ne semble même pas s'en soucier. Sauf que la seconde d'après, il est projeté en arrière. Il se dit « Ce petit con a de la patate, dis donc ». Pendant ce temps, Xuanwu, avec un air de tueur, lui lance « Tu ferais mieux de rentrer chez toi jouer aux échecs ». Le vieux. Mais le spectacle ne fait que commencer. Le vieux Lin retire lentement son manteau, révélant un élégant costume qui lui va à ravir. Il jette ensuite sa veste et dégaine son artefact, le cocon maléfique blanc. En réalité, ce n'était pas du tout une canne, mais une astuce pour dissimuler son arme. Xuanwu s'est fait avoir. Il ne s'attendait pas à ce que ce vieux schnock ait un tour pareil dans son sac. À peine cette pensée formulée, l'épée du vieil homme s'abat sur Xuanwu sans relâche. Chaque coup d'épée est d'une puissance extrême. Une simple égratignure suffirait à lui ouvrir la chair. Xuanwu prend vite ses distances, se retourne et saute pour atterrir parfaitement dans son dos. Mais juste au moment où il pense avoir trouvé une faille, vlan, l'épée maléfique blanche surgit pour l'empaler. Il a failli y laisser ses dents de devant. Xuanwu en profite pour attraper le col du vieil homme et utiliser sa compétence maîtrise. L'instant d'après, le cerveau du vieil homme plante complètement. On dirait qu'il est piégé dans une hallucination sans pouvoir s'en sortir. Au moment où Xuanwu s'apprête à le claquer violemment au sol pour en finir, le vieil homme reprend soudain ses esprits.
Il place son épée contre sa gorge, le sang gicle instantanément, mais le vieil homme ne le tue pas. À la place, il lui tranche le poignet. Parce qu'ils n'en sont pas encore à un combat à mort, le vieux Lin veut simplement le recruter et connaître ses origines. Cependant, le vieux Lin a oublié un détail absolument fatal, le sang empoisonné de Xuanwu. Le temps qu'il s'en rende compte, il est déjà trop tard. Xuanwu lui attrape la tête et la fracasse violemment contre le mur. Mais le vieux Lin n'est pas un amateur, d'un coup de coude retourné, il brise le bras de Xuanwu et l'envoie valser d'un coup de pied. Il sort alors en vitesse une potion de vie et se l'asperge dessus. Mais quand il relève les yeux, Xuanwu est déjà full vie, complètement régénéré. On ne voit plus la moindre trace du combat sur lui. Ce privilège de régénération est vraiment trop cheaté. Le vieux Lin jette un œil à sa main empoisonnée et se dit « Bon, ça suffit comme ça. De toute façon, mon seul but était de te recruter. Puisque ça ne t'intéresse pas le moins du monde, laissons tomber. » Mais c'est à ce moment-là que la réponse de Xuanwu laisse le vieil homme pantois. Par contre, si c'est toi qui veux me suivre, je t'accueillerai à bras ouverts. Ce mec n'a vraiment aucune race. Après lui avoir mis une raclée, il essaye en plus de le débaucher. Le vieux Lin trouve ça complètement absurde. Il se dit que ce sale gosse a dû prendre un coup sur la tête. Il se retourne pour partir. Mais Xuanwu le sait pertinemment. Un talent de ce calibre, qui combine à la fois force et collecte d'infos, ce serait vraiment dommage de le laisser filer. Alors, il décide de le provoquer, en se moquant de Taixing, disant que c'est juste une équipe de seconde zone. Il n'arrive même pas à se classer dans le top 3. Plutôt que de choisir ces frimeurs surmédiatisés, pourquoi tu ne ferais pas équipe avec moi? Qu'est-ce que t'en penses? Lao Lin trouve que ce Xuanwu est vraiment un gros frimeur. Un mec qui pige rien aux relations humaines et qui se croit plus fort que Ligitae. Il dégaine alors à nouveau son épée, le royaume maléfique blanc. Xuanwu dit d'un air sombre « Tu veux m'affronter une nouvelle fois avec ton épée du poumon empoisonnée ?» Lao Lin ne perd pas son temps en parlotte et balance une vague d'énergie surpuissante avec son épée. Xuanwu est totalement pris au dépourvu mais le coup ne le blesse pas du tout. C'est parce que Lao Lin voulait juste lui donner une leçon. S'il avait vraiment voulu tuer Xuanwu, il ne serait pas là à papoter. Lao Lin lui donne alors un conseil. « Chez Taixing, il y a plein de gars plus forts que moi. T'as encore du chemin à faire, gamin ? Petit jeune. » Mais Xuanwu ne se vexe pas. Il va prouver à Lao Lin qu'il est plus fort que Ligitae. En voyant le regard déterminé et confiant de Xuanwu, Lao Lin reste silencieux un instant, puis il lui explique que si Ligitae est de si fort, c'est grâce à son talent personnel, mais aussi à tout le soutien de l'environnement du groupe Taixing. Un gamin comme toi, sans ressources ni relations, comment tu comptes dépasser les autres? Xuanwu répond « 2 semaines. J'ai juste besoin de 2 semaines. À ce moment-là, tu admettras toi-même que je suis plus fort que Ligitae. » Lao Lin ne le contredit pas et lui dit simplement « J'espère que ton environnement d'entraînement est meilleur que celui de Ligitae. » En parlant d'environnement, je parie que Lao Lin n'imaginerait jamais, même dans ses rêves les plus fous, que dans ce monde, personne n'a un terrain d'entraînement plus terrifiant que celui de Xuanwu. De retour en enfer, Xuanwu défonce des gobelins comme un véritable taré. Il finit par en buter environ 700, atteignant le niveau 15, et c'est là que Reignan, qu'on n'avait pas vu depuis un bail, débarque soudainement. Elle sort une paille et Slurp Slurp commence à aspirer le sang de Xuanwu. Notre héros est un peu dépité, c'est vrai qu'elle l'avait abandonné à l'époque, mais bon, comment lui en vouloir, elle est tellement mignonne. En voyant la montagne de cadavres de gobelins, Xuanwu se souvient du gobelin qui n'arrêtait pas de le massacrer au début. Si je retombe sur cet enfoiré cette fois, c'est sûr, je lui fais sa fête. À peine a-t-il dit ça, et qu'il se retourne et tombe nez à nez avec le fameux gobelin. Celui-ci s'approche en titubant des cadavres de ses potes, puis pousse un hurlement de rage vers le ciel. Il fonce ensuite sur Xuanwu pour le découper en morceaux. Mais Xuanwu est déjà prêt pour le combat. « Amène-toi, sale bête !» Ce mec est devenu complètement insensible à la mort. Faut dire qu'il s'est fait tuer par ce gobelin près de 500 fois. Il pensait qu'avec sa nouvelle puissance, il pourrait se débarrasser de Gilson facilement. Résultat, il s'est encore fait one-shot. En plus, ça a déclenché une quête cachée. Rencontre fatidique. Alors que Xuanwu réfléchissait à une stratégie pour l'affronter, Gilson réapparaît soudain dans son dos. Un coup d'épée négligent et hop, il tue Xuanwu. Et c'est parti pour un jeu du chat et de la souris qui dure 7 jours et 7 nuits. Gilson ne le lâche pas d'une semelle. Pendant ce temps, Xuanwu a bien essayé de se défendre. Mais impossible de battre ce type. Mourir encore et encore dans d'atroces souffrances ne fait qu'attiser la haine de Xuanwu. Il jure de faire payer cette ordure. Quelques jours plus tard, Gilson n'a toujours pas revu Xuanwu, mais il ne baisse pas sa garde pour autant, car il sait très bien que ce type peut non seulement ressusciter, mais qu'il est aussi un vrai salaud. À ce moment précis, un gobelin se précipite vers Gilson. Il lui annonce que les villageois ont été victimes d'un coup monté. Quelqu'un a empoisonné la source d'eau.
En arrivant au camp, le spectacle est désolant. Il n'y a que des gobelins vieux, faibles et malades. Maintenant, même les poissons de leur élevage sont immangeables. Si Gilson n'arrête pas ses conneries, les villageois finiront par crever de faim. Gilson est fou de rage. Ignorant les supplications des villageois, il fonce hors du camp. Cette fois, il ne tuera pas Xuanwu, il va l'enfermer dans une cage pour l'éternité. Soudain, les oreilles de Gilson frémissent. Il a entendu un bruit. Juste après, un shuriken infernal file dans sa direction. Il se retourne et, sans surprise, c'est Xuanwu. Mais bizarrement, cette fois, Xuanwu ne choisit pas de s'enfuir. Il marmonne même « Cours, sale bête, sinon tu vas mourir d'une mort horrible sous mes coups. » Ce changement soudain laisse Gilson un peu perplexe. Xuanwu s'avance d'un pas décidé et bloque l'attaque de Gilson d'une seule main. Il déclare « Je veux juste prendre ma revanche sur toi. Je ne veux pas tuer les membres de ta tribu. Mais si tu me pousses à bout, je ne garantis pas que je ne ferai pas quelque chose d'irréfléchi. » En entendant ça, Gilson est touché en plein dans son point faible. Il tombe à genoux et supplique Xuanwu de ne pas faire de mal à sa famille. « Je suis prêt à te donner ma vie, mais je t'en prie, respecte ta promesse et ne touche pas à ma tribu. » Xuanwu accepte sa requête, mais au moment où il ramasse l'épée, Gilson change soudainement d'avis. Il lance une attaque surprise et envoie Xuanwu valser d'un coup de pied. Puis il saute en l'air et abat son épée sur lui. Il a complètement perdu la tête et s'acharne sur le corps de Xuanwu, le réduisant en bouillie jusqu'à ce qu'il ne puisse plus bouger. Mais il a oublié son objectif, qui était de capturer Xuanwu vivant. Quand il s'en rend compte, il est trop tard. Xuanwu a ressuscité, full vie, et a récupéré toutes ses forces. La situation vient de s'inverser. Xuanwu ressuscite sous les yeux de Gilson. Une fois remis sur pied, il lui envoie un coup critique en plein dans les reins, puis il l'attrape fermement à la gorge. Un crochet du gauche surpuissant l'envoie valdinguer contre le mur, tellement fort qu'il est impossible de le décoller. Mais ce n'est pas fini. Xuanwu se transforme en protecteur et vole instantanément devant lui. Un coup de poing qui a failli lui faire exploser son foie de gras. En voyant l'expression démoniaque de Xuanwu, on ne sait plus très bien qui est le méchant. Gilson, qui était si féroce il y a un instant, était maintenant devenu un punching ball sans défense. Très vite, Gilson est dans un sale état. En réalité, ce n'est pas qu'il n'avait pas la capacité de tuer Xuanwu, mais à force de le one-shot, il a fini par croire que tuer Xuanwu était aussi simple que d'écraser une fourmi. Et c'est cette négligence fatale qui a donné à Xuanwu l'occasion de renverser la vapeur. Gilson tente un dernier baroud d'honneur, mais la seconde d'après, il s'effondre à genoux en crachant du sang. Pour lui, c'est foutu. Et Gilson, qui a toujours été si hautain, ravale enfin sa fierté. Il est à genoux, suppliant amèrement Xuanwu de ne pas le tuer. Il essaie même de jouer la carte de la pitié, en expliquant que s'il meurt, alors toute sa tribu est défoutue aussi. Et puis, tu n'avais pas dit que tu ne voulais pas faire de mal à ma famille, sauf que... Mais ces paroles touchantes n'ont pas ému le méchant, au contraire, ça a réveillé sa nature maléfique. Maintenant, il ne veut plus seulement tuer Gilson, mais aussi toute sa famille. Il veut tous les dévorer comme de vulgaires sacs d'XP. Ce coup de grâce psychologique a complètement brisé Gilson. Et c'est comme ça qu'il est mort misérablement des mains de Xuanwu. Mais en réalité, Xuanwu n'allait pas vraiment faire ça. Parce que ces paroles, c'était juste pour se venger de lui, rien de plus. À ce moment-là, une notification du système, attendue depuis longtemps, est apparue. Mission secrète accomplie. Le gobelin a été tué. La récompense du coffre d'argent est améliorée en coffre d'or. Vous montez de 3 niveaux d'un coup. Et en même temps, vous avez attiré l'attention de la loge du Seigneur des Étoiles Brisées. Après le combat, la petite et adorable Reignan est aussi revenue en courant. Ensuite, Xuanwu s'est mise à fouiller méticuleusement le corps de Gilson. Il voulait découvrir le secret de la puissance de ce type. En soulevant sa main, il a découvert d'étranges écritures anciennes. Et alors que Xuanwu était perplexe, les écritures sur la main de Gilson ont commencé à se dissiper. Ces caractères noirs se sont ensuite condensés dans les airs pour former une sphère obscure. La seconde d'après, la sphère a soudainement projeté un tube noir qui a transpercé la main droite de Xuanwu. Alors qu'il affichait un air choqué, le système a envoyé une notification, un fragment de la loge du Seigneur des Étoiles Brisées a été absorbé. Compétence légendaire obtenue, subalterne. Pendant ce temps, une femme attend seule depuis 3 mois. Durant toute cette période, Xuanwu n'a cessé de lui manquer. Et aujourd'hui, l'homme qu'elle attendait de tout son cœur est enfin revenu de l'enfer. Yumin a ouvert les yeux, a regardé Xuanwu d'un air vaseux, puis lui a demandé « Tu as mangé ? Je descends te préparer quelque chose. » Xuanwu a senti que l'ambiance était bizarre. Il a attrapé la main de Yumin, voulant dire quelque chose, mais avant même qu'il puisse ouvrir la bouche, Yumin s'est mise à trembler en disant « Mais qu'est-ce que ça veut dire à la fin ? Tu pars toujours pour de longues périodes et on ne sait jamais quand tu vas revenir. Je ne sais pas ce que tu caches, ni quel genre de personne tu es, mais tu pourrais au moins essayer de me rassurer, non ?
Tu sais, à quel point c'est horrible ce sentiment constant d'insécurité. À peine avait-elle fini sa phrase que Xuanwu la serrait brusquement dans ses bras en lui disant de se calmer. Il allait tout lui raconter. Et c'est ce qu'il a fait que Xuanwu a tout expliqué en détail à Yumin. Et il en a profité pour lui faire sa déclaration « Yumin, je t'aime, deviens ma femme ». En entendant ces mots qu'elle attendait depuis si longtemps, Yumin était folle de joie et a plongé sa tête dans les bras de Xuanwu. Ensuite, ils se sont rapprochés, tendres et affectueux l'un envers l'autre. Face au regard terriblement séduisant de Yumin, Xuanwu n'a vraiment pas pu résister. Pour ce qui s'est passé ensuite, étant donné que ça ne vous intéresse pas, je vais passer les détails. Le lendemain matin, le vieux lit attendait en bas depuis un bon moment. La transaction s'est déroulée comme d'habitude. Mais cette fois, Xuanwu a voulu changer les conditions. Il voulait doubler le prix de vente des plateformes de cristal. Si le vieux refusait, il ne vendait plus rien. En entendant ça, le vieux Lin est devenu fou de rage en pensant « Ce gamin, on lui donne la main, il prend le bras ». Xuanwu a souri légèrement, puis il a sorti une plateforme de cristal de bien meilleure qualité que les précédentes et a dit au vieil homme « Tu sais ce que c'est, un monopole des ressources ?» Le vieux Lin connaissait l'importance de cet objet. Il n'a donc pas eu d'autre choix que d'accepter ces conditions. Mais à ce moment précis, Xuanwu a soudainement fait une pichenette. Le vieux Lin a attrapé l'objet qui venait d'être envoyé. Xuanwu lui a dit de ne pas poser de questions et de l'ouvrir pour voir. Au moment où il a vu l'objet, le vieux Lin est resté bouche bée. C'était l'anneau légendaire de Volast. En le portant, la perception du porteur doublait temporairement. Ce geste a rendu le vieux Lin encore plus curieux. Mais d'où sort ce gamin? Xuanwu en a profité pour semer la zizanie en disant « Même Ligitai ne t'a jamais offert un truc pareil, pas vrai? Si tu me suis à l'avenir, des trésors légendaires comme celui-ci, tu n'en manqueras pas. » Le vieux Lin n'a pas répondu. Il l'a juste regardé calmement. Mais Xuanwu savait très bien que dans l'esprit du vieux Lin, la balance commençait déjà à pencher en sa faveur. À ce moment-là, Yumin a reçu un appel de Xuanwu lui demandant de descendre rapidement. Yumin pensait que c'était une urgence, mais en arrivant, elle est tombée nez à nez avec une voiture de luxe super stylée. En fait, Xuanwu voulait juste se la péter un peu. Mais c'est là que Yumin a posé la question qui tue. « T'as le permis ?» Et voilà comment Xuanwu, mort de honte, n'a pas su quoi dire de tout le trajet, assis en silence sur le siège passager jusqu'à la maison. Pendant ce temps, au club de boxe, un vieil homme était en train de tabasser notre jeune héros. Entre deux coups, le vieux Lin lui a expliqué les avantages que les clans et les guildes pouvaient offrir aux chasseurs. Il a insisté sur le fait que si Xuanwu rejoignait la guilde Taixing, ce ne serait que du bonus pour lui. Mais Xuanwu est resté ferme sur sa position et a refusé sa proposition. Sur un dernier coup puissant du vieux Lin, le combat d'entraînement a pris fin. Xuanwu s'est dit « Ce vieux schnock est plutôt rancunier ». Puis il a demandé à Lin « Tu connais les étoiles ?» En entendant le mot « étoile », le vieux Lin a froncé les sourcils. Il en avait seulement entendu parler parmi les chasseurs de haut niveau, mais il n'en savait pas beaucoup plus lui-même. Après leur discussion, le vieux Lin s'est souvenu de la raison de sa venue. « Tu veux pas aller te frotter à un donjon? Même si c'est vrai que t'es beaucoup plus fort que la plupart des chasseurs, mais t'as aucune preuve que t'as déjà mis les pieds dans un donjon. Dans ce milieu, si t'as pas de résultat, aux yeux des autres, tu n'es qu'un bleu sans expérience, rien de plus. Alors cette fois, tu y vas, un point c'est tout. » Incapable de résister aux menaces du vieux, Xuanwu s'est donc pointé le lendemain à l'entrée du donjon de Cheongye. Là-bas, une femme a pris un gong en bronze et a tapé dessus, avant de commencer à compter les participants. Cette femme s'appelait Zhu Shuyi. Elle était l'inspectrice du clan Zénith et aussi l'instructrice responsable de la sécurité des nouvelles recrues pour cette expédition. Alors qu'elle présentait les détails du donjon, une vague de nausée l'a soudainement submergée. Et juste après, une odeur d'alcool extrêmement désagréable s'est répandue. Xuanwu s'est dit « Comment une poivrotte pareille peut être fiable ?» Ensuite, tout le monde a commencé à se présenter. À l'exception de ce blondinet, qui était de niveau 2 étoiles, tous les autres coéquipiers étaient de niveau 1 étoile. Mais quand ce fut au tour de Xuanwu de se présenter, l'instructrice Zhu a soudainement froncé les sourcils. Puis, en un éclair, elle est apparue juste devant lui, laissant Xuanwu complètement déconcerté. Avec ses petites lèvres boudeuses et sexy, si ça avait été moi, je l'aurais embrassé direct. L'instructrice Zhu lui a ensuite demandé s'il avait une arme. Sans dire un mot, Xuanwu a invoqué le féroce Fang Mu. En voyant ça, l'instructrice a paru un peu surprise. « Tu dois avoir une compétence spéciale, pas vrai ?» En voyant la scène, le blondinet n'a pas pu se retenir. Il a balancé son sac à dos et a exhibé tout l'équipement qu'il avait préparé. Il a même pris un couteau, l'a pointé vers le nez de Xuanwu et a dit « Ici, on n'est pas là pour jouer à la dinette. » Mais à peine avait-il fini sa phrase que l'instructrice s'est téléportée sur lui, lui a attrapé la jambe et lui a direct mis un. Après un salto arrière de 800 degrés, il lève sa longue épée.
Et bang, il la plante juste à côté de la tête du blondinet. Il lui demande s'il est au courant que se balader avec une arme en dehors d'un donjon, ça peut faire flipper les civils. Le blondinet est tellement terrifié qu'il a failli se pisser dessus. Il s'excuse platement plusieurs fois, puis le groupe se prépare à entrer dans le donjon. Pendant ce temps, Xuanwu observe la scène. Il se rend compte que la force de cette femme est tout sauf ordinaire. Ça l'excite au plus haut point, puis il murmure « Lève-toi ». Et derrière Xuanwu, un torrent de boue noire apparaît. La véritable créature qui se cache dans cette boue n'est autre que Gilson, le gobelin que Xuanwu a tué. Zhu Shuyi amène Xianwu et les autres à l'intérieur du donjon. Ensuite, Zhu Ji leur explique la première condition pour terminer ce donjon. C'est de récupérer la pierre de retour dans la grotte des gobelins. Xianwu réfléchit, se disant que ça ressemble beaucoup à ce qui se passe en enfer. Zhu Ji leur donne ensuite un autre avertissement. S'il n'y a pas de situation dangereuse, elle n'interviendra pas. Elle leur dit de se débrouiller par eux-mêmes. À peine a-t-elle fini de parler que le blondinet demande à tout le monde de se rassembler. Alors qu'il discute de la stratégie avec ses coéquipiers, Xuanwu l'interrompt depuis l'arrière. Qu'est-ce que c'est que ce plan à la con? C'est n'importe quoi. Le blondinet n'apprécie pas du tout. Putain, tu cherches la merde, toi? J'ai appris tout ça dans les vidéos d'un célèbre chasseur-streamer. T'es qu'un gamin, tu piges que dalle. Zhu Jie intervient vite pour calmer le jeu, demandant à Xianwu de coopérer davantage avec l'équipe et de ne pas jouer les loses solitaires. Puis elle lui demande « Tu peux nous dire ce qui est si bizarre ?» Alors Xianwu leur fait la leçon. Premièrement, pas besoin d'arracher les herbes. Les gobelins ont un odorat très développé, ils peuvent dire très clairement faire la différence entre ce qui est mort et ce qui est vivant. De plus, ce n'est pas de leur tête qu'il faut se méfier, mais de leurs chevilles. Et dans une jungle aussi dense, comment un gobelin qui est tout petit pourrait grimper aussi haut pour tendre une embuscade? Le blondinet veut encore discuter, mais Zhu Jie lui colle un coup de coude pour le faire taire. Ce n'est pas qu'elle prend le parti de Xianwu, mais ce qu'il a dit est parfaitement exact. Cependant, cette expérience si riche des donjons la rend méfiante. Est-il vraiment un débutant? Xianwu prend un air détaché et dit qu'il a simplement fait quelques recherches avant de venir. Alors que la situation est tendue, un bruissement se fait soudain entendre dans la jungle. Juste après, un gobelin surgit des herbes, machette à la main, prêt à frapper Xianwu. Mais Xuanwu se retourne et lui envoie un coup de pied surpuissant. Il l'envoie valser à 200 mètres. Le gobelin meurt sur le coup. En voyant ça, tout le monde reste bouche bée. Ils se disent de tous « Mais c'est quoi cette puissance ?» C'est alors que Zhu Ji leur dit de rester groupés et de se concentrer sur la fin du donjon. Suite à ça, ils commencent à coopérer. Ils tuent pas mal de gobelins. À ce rythme, ils devraient bientôt en avoir fini. Mais Zhu Ji sent que quelque chose cloche. Pourquoi est-ce que ces gobelins avaient l'air si effrayés? Alors qu'elle réfléchit à ça, un cri de femme retentit soudainement un peu plus loin. Zhu Ji court immédiatement voir ce qui se passe, et là tout le monde est abasourdi par la scène qui s'offre à eux. Des gobelins ont été massacrés et leurs corps sont tous attachés à des poteaux. Zhu Ji comprend tout de suite que ça ne va pas. Elle demande à tout le monde de se rassembler autour d'elle, mais en regardant de plus près, elle s'aperçoit que Xuanwu a disparu. Elle crie le nom de Xuanwu à plein poumon, mais il n'y a plus aucune trace de lui. Et dans les buissons à côté d'elle, un gobelin en armure complète apparaît. Et ce gobelin n'est autre que Gilson, le sbire de Xuanwu. On le surnomme le monarque des ombres des enfers, car il possède une compétence encore plus cheatée que celle de Cheng Xiaoyu. D'un simple geste de la main, il peut ressusciter les morts et même en faire ses propres serviteurs. Après avoir réussi à invoquer Gilson, Xianwu lui confie sa première mission: tuer tous les monstres de ce donjon. Et il se trouve que les monstres d'ici sont les compatriotes de Gilson. Des gobelins. En entendant qu'il doit massacrer les siens, Gilson traite Xianwu de pourriture. Xianwu répond avec un sourire diabolique. Il le menace en lui disant que s'il n'obéit pas, la première chose qu'il fera en retournant en enfer sera d'exterminer sa tribu. Gilson grince des dents de rage, mais il n'a pas le choix. À peine ont-ils fini de parler qu'un gobelin chauve apparaît derrière eux. En le voyant, Gilson marche droit sur lui. Mais à ce moment-là, les pupilles de Xuanwu se dilatent soudainement. Il se rend compte qu'il peut se connecter aux émotions de son sbire. Il sent que Gilson est absolument dégoûté et mal à l'aise. Et à peine a-t-il pensé ça que Gilson lève sa main droite et frappe violemment le gobelin. Ensuite, il l'attrape fermement à la gorge avec une expression terrifiante sur le visage. Et il dit « Une créature comme ça, avec une jupe en herbe, ça ose s'appeler un gobelin? Putain, mais c'est une blague !» Et sur ces mots, il déchire le gobelin en deux. En voyant ça, les deux autres gobelins derrière lui tremblent de peur. Gilson se retourne pour les regarder. Puis, il bondit sur eux et en une fraction de seconde, il les réduit en bouillie sanglante. Xuanwu ne dit rien de plus, car il peut ressentir l'émotion bestiale de Gilson. Après s'être occupé de ses larbins, il est temps de retourner avec le groupe principal. Pendant ce temps, l'équipe de Zhu Shuyi cherche toujours désespérément Xianwu.
Alors qu'il le cherche, Xianwu sort soudainement d'un buisson. Zhu Jie est folle de rage, elle lui pointe le doigt au nez et lui passe un savon. Heureusement, tout le monde est sain et sauf. Alors Zhu Jie n'insiste pas. Puis, elle prévient tout le monde que cet endroit est très étrange. Dès qu'on trouve la pierre de retour, on rentre immédiatement. Mais à peine a-t-elle prononcé ces mots que la pierre de retour apparaît juste devant eux. Le blondinet, voyant une chance de rentrer chez lui, se précipite sans réfléchir. Mais au moment où il est sur le point de toucher la pierre, un crochet surgit de nulle part. Il le fait tomber par terre et Gilson s'apprête alors à le tuer. Au moment critique, Zhu Jie fonce sur lui, pousse un cri et bloque l'attaque de Gilson avec sa dague. Les deux commencent alors un combat acharné. Pendant ce temps, Xianwu observe silencieusement toute la scène depuis l'arrière. Il est très curieux. Quelle est ça la véritable force de l'instructrice de cette équipe d'élite? Quelle est ça la vraie puissance de Zhu Shuyi? Pour tester sa vraie force de combat, Xuanwu a spécifiquement organisé ce combat entre Gilson et elle. Après avoir réussi à sauver le blondinet, Zhu Jie passe rapidement dans son dos pour tenter une attaque surprise. Mais Gilson n'est pas un amateur. Il sort un kukri d'un mouvement inversé et en bloquant l'attaque, il réussit à lui érafler le bras. Le combat acharné entre eux reprend alors de plus belle. Yeonwoo analyse les moindres faits et gestes de Zhu. Niveau puissance, elle doit pas être bien en dessous de Gilson qui est level 21, voire même carrément plus balèze. Gilson, voyant qu'il fait pas le poids, se retourne et fonce tout droit sur les apprentis. Voyant ça, Zhu le talonne pour l'arrêter, mais à mi-chemin, Gilson pile net et bondit violemment en l'air. Il retombe sur Zhu, la prenant complètement au dépourvu. Elle se prend un sale coup et en crache même du sang. À ce moment-là, elle est pleine d'interrogations. Pourquoi dans un donjon, une étoile, on trouve un monstre pareil? Non seulement son stuff était nickel, mais en plus il est super rusé. Zhu lance un regard noir à Gilson et se dit qu'elle va devoir utiliser cette fameuse compétence. Aussitôt, le mana dans son corps commence à se déchaîner et la seconde d'après, on entend un swish. Zhu disparaît instantanément sous les yeux de tout le monde. En voyant ça, Yeonwoo est complètement abasourdi. Il crie à Gilson de se barrer de là, vite! Mais il a à peine le temps de finir sa phrase que Zhu surgit juste dans le dos de Gilson. Elle lève alors ses deux mains et le poignarde violemment. Même si Gilson est super costaud, il a vraiment douillé sur ce coup. Et en plus, ses yeux n'arrivent déjà plus à suivre la vitesse de Zhu. D'ailleurs, Zhu ne lui laisse aucun répit. Elle trouve une ouverture et s'apprête à lui porter le coup fatal. Mais juste au moment où elle allait l'achever, Gilson sort une bombe fumigène, la claque violemment par terre et la fumée explose instantanément. Quand le nuage se dissipe, Gilson a déjà placé son épée sous la gorge du blondinet. Puis il dit à Zhu « Lâche ton arme, sinon je bute ce trouillard qui s'est pissé dessus. » Là tout de suite, Zhu est une nouvelle fois sous le choc, donc ce monstre peut parler. Si elle se rend maintenant, elle peut sauver le blondinet. Mais si elle le laisse s'échapper, il deviendra à coup sûr une menace bien plus terrible à l'avenir. Après un moment de réflexion, Zhu prend sa terrible décision. Puis, elle se tourne vers le blondinet et lui dit « Je suis désolé, c'est moi qui t'ai laissé tomber. » En entendant ces mots, le blondinet est au comble du désespoir. Mais c'est à ce moment-là que Yeonwoo passe à l'action. Il lance une pierre en l'air, puis la frappe d'un coup sec. Le caillou percute les deux et les sépare. Ce geste laisse tout le monde complètement pantois. Zhu engueule Yeonwoo « Arrête de faire n'importe quoi. Va vite te planquer derrière. » Mais Yeonwoo l'ignore royalement. Il s'avance vers l'avant et répond avec arrogance « Et puis quoi encore ?» Zhu fait une tête à la fois confuse et mignonne et se demande « Hein ? C'est quoi son problème à ce gamin ?»